Donc, on va commencer avec nos panélistes. Ils vont avoir chacun une courte présentation, on va avoir des questions pendant un bon moment que je vais poser à nos trois panélistes et ensuite, ce sera votre tour. Vous pourrez poser vos questions en levant la main virtuellement, comme Isabelle l'a expliqué. Donc, notre premier panel, on va se pencher donc sur ce jugement de la Cour suprême, perspective historique, juridique et politique. Pour le faire avec nous, nous avons Rebecca Lazarenko, qui est franco-albertaine et métisse. Elle est étudiante au doctorat en histoire à l'Université York à Toronto et elle se penche spécifiquement sur l'histoire des communautés francophones et métisses de l'Ouest dans la perspective du projet colonial d'homogénéisation linguistique et culturelle dans l'Ouest. Donc, ça va être très intéressant d'entendre son point de vue. On a également avec nous Maître Mark Power, qui est associé chez Juriste Power. Il s'est vraiment illustré comme défenseur des droits linguistiques francophones minoritaires au Canada. C'était l'un des avocats des parents et des conseils scolaires francophones de la Colombie-Britannique dans cette cause. Donc, il a vraiment une perspective là, de premier plan. Et notre troisième panéliste est Rémi Légère, Acadien du Nouveau-Brunswick d'origine, professeur agrégé en sciences politiques et directeur du programme en affaires publiques et internationales à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique. Il a évidemment beaucoup observé et commenté cette cause qui est allée devant la Cour suprême, mais aussi commenté ce qui se passe ici en Alberta en éducation francophone. Donc, aujourd'hui, on souligne le premier anniversaire de ce jugement, mais pour se rafraîchir un peu la mémoire, on va commencer par écouter une vidéo qui a été produite par la Fédération nationale des conseils scolaires francophones avec le groupe humoristique Improtéine. Je pense que ça va nous faire sourire et ça va nous informer en même temps. Salut, nous on est Improtéine. Vous nous avez peut-être déjà vu dans une vidéo qui parle d'éducation. Ou de francophonie. Eh bien, aujourd'hui, on se réinvente complètement. Ouais, on fait une recette de gâteau forêt noire. Juin 2020, la Cour suprême du Canada a pris une décision historique qui va transformer à tout jamais le monde de l'éducation pour les francophones en milieu minoritaire. Puis pour le mieux, là. Mais avant, retour dans le passé. Ça fait plus de 20 ans que le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique demande des infrastructures équivalentes à celles des anglophones. À Pemberton, l'école, c'est juste 3 portatives. À Victoria, les élèves font 1h30 d'autobus pour s'en aller à l'école. À Vancouver-Est, l'école est pleine à 157 %. Comment c'est même possible? Où est-ce qu'ils mettent les élèves? Dans d'autres élèves? Pourquoi on en parle? Parce que la cause est maintenant rendue à la Cour suprême du Canada. Oh! Juin 2020. La Cour suprême de... D'où? Portes-tu le même linge que dans l'autre vidéo? Non. Juin 2020. La Cour suprême du Canada donne raison au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et à la Fédération des parents francophones. Le gouvernement de la Colombie-Britannique va devoir investir des millions pour bâtir des nouvelles écoles là-bas. Améliorer le transport scolaire, leur offrir des nouvelles infrastructures. C'est bien. Toujours la Colombie-Britannique qui a tout. Non. Inquiète-toi pas. Des écoles francophones qui font dur, il y en a partout au Canada. C'est un jugement historique parce qu'essentiellement, à partir de maintenant, tous les gouvernements provinciaux et territoriaux, incluant le Yukon, n'auront pas le choix d'offrir aux francophones minoritaires du Canada une éducation de la même qualité que celle offerte aux anglophones majoritaires. Ouais, puis la fameuse excuse, là, on n'a pas assez de cash pour vous aider, ben ça passe plus. Comme porter le même linge 2 fois dans une vidéo, genre? Ah, ta gueule! Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette information-là? À part trouver ça difficile à suivre. Vous pouvez vous en servir pour faire valoir vos droits auprès de vos gouvernements respectifs. On le sait, souvent, en milieu minoritaire, il y a moins de monde dans nos écoles. Mais même si ton école a juste 38 élèves, là, t'as le droit d'avoir un gymnase. T'as le droit d'avoir accès au bac international! T'as le droit d'avoir un espace réservé à l'administration journalière puis à l'accueil des visiteurs occasionnels. Donc un secrétariat? Oui, ça aussi. Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et la Fédération des parents se sont démenés corps et âme pour que leurs enfants puissent avoir une éducation de qualité. Grâce à eux, tous les petits francophones de partout au pays pourront plus jamais se faire dire « ton éducation est moins importante ». Parce que tout le monde a droit à une part égale du gâteau.
Donc, voilà la vidéo qui nous rafraîchit la mémoire. Puis, je pense qu'il peut peut-être servir à conscientiser des personnes que vous connaissez, peut-être ailleurs au pays, sur les enjeux qui se passent ici, justement, dans l'ouest du pays. Donc, avant de se lancer dans ce panel avec les questions, on va commencer par entendre la perspective propre à chacun des panélistes. Donc, j'inviterai Rebecca à commencer, puisqu'elle a une perspective davantage historique. Donc, Rebecca, parle-nous de ta perspective sur ce jugement historique de la Cour suprême. Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous commence à présenter un peu de l'histoire pour que tout le monde sache comment s'est passée l'éducation en français en Alberta, avant de me donner un peu de temps pour parler de mon opinion. Alors, une éducation en français en Alberta n'a pas toujours été une possibilité. C'est grâce à une centaine d'années de lutte menée par les membres de notre communauté francophone que nous avons maintenant le droit d'avoir la langue française dans les écoles, de l'enseignement en français, des conseils scolaires francophones et des écoles francophones. Repassons-nous donc cette histoire vraiment importante. L'année 1875 voit la création des territoires du Nord-Ouest qui inclut l'Alberta d'aujourd'hui, et cet acte contient 2 articles importants. L'article 11 donne droit aux minorités d'établir des écoles séparées, donc protestants ou catholiques, mais ceci ne donne pas un droit à une éducation en français. L'article 110 déclare que l'anglais et le français sont les langues officielles de l'Assemblée législative, ce qui veut dire qu'il y a eu du bilinguisme officiel au Parlement. Ensuite, l'ordonnance scolaire de 1884, sur l'article 25, répète et confirme le droit d'avoir des écoles séparées. Il exprime aussi que l'usage du français comme langue d'instruction est accepté, mais il doit avoir des cours d'anglais. Cependant, en 1892, les articles 83 et 84 de l'ordonnance rendent l'anglais la seule langue d'instruction. Il est par contre possible d'avoir un cours primaire de français, mais les détails de ce cours ne sont pas bien définis. En 1896, sous l'article 106, ça ajuste qu'il y a le droit d'avoir un cours primaire de français, lecture et composition, mais seulement la première année d'études, et l'enseignement est limité à un maximum de 60 minutes par jour. En 1905, l'Alberta devient une province et la Constitution déclare l'anglais la seule langue officielle. L'article 93 explique que les droits accordés par l'ordonnance de 1901 sont maintenus par le gouvernement. L'enseignement en français demeure donc limité à 30 à 60 minutes par jour pendant la première année d'études. En 1915, la motion Michener qui condamne le bilinguisme est proposée et acceptée par le gouvernement. La communauté francophone réagit rapidement, mais le ministre de l'Éducation assure que cette opposition est aux langues d'ennemis pendant la Première Guerre mondiale et non le français. Cependant, cette clarification n'est pas ajoutée à la motion de manière officielle. En 1925, après la pression montée par les francophones, le ministre de l'Éducation annonce de nouveaux règlements pour l'enseignement en français qui sont publiés dans un guide. Sur ce guide, il est maintenant possible d'avoir les 2 premières années scolaires enseignées en français, mais il doit avoir un cours en anglais de lecture. De la 3e année et après, l'enseignement en français est possible 1 heure par jour, mais il est limité à l'enseignement de la grammaire, la lecture ou la composition. Pourtant, ces règlements ne sont pas des droits officiels garantis par un amendement à l'ordonnance. Ce n'est qu'en 1964 que ces règlements sont enracinés dans l'ordonnance et que les droits de l'enseignement en français sont élargis. Le nouvel amendement ajoute que, à la 3e année, l'enseignement en français est maintenant possible 2 heures par jour. Et de la 4e à la 9e année, l'enseignement en français est possible 1 heure par jour. En 1968, les discours fédéraux au sujet de la loi sur les langues officielles ajoutent plus de pression sur le gouvernement provincial et le nouvel amendement ajoute que, de la 3e à la 9e année, l'enseignement en français est maintenant possible au maximum de 50% du temps. En 1976, le nouvel amendement rend possible l'enseignement en français à 90% du temps de la 3e année à la 12e année. En 1982, l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés donne droit aux minorités francophones d'avoir des écoles minoritaires financées par les fonds publics. Les écoles bilingues en Alberta ne répondent pas à ce droit et les parents francophones, notamment Jean-Claude Mahé, Paul Dubé et Angéline Martel, demandent pour des écoles francophones. Mais la réponse est non. La cause Mahé se développe lorsque ses parents francophones poursuivent le gouvernement en cours, utilisant que l'ordonnance ne conforme pas à l'article 23 de la Charte. En 1985, la Cour juge que le gouvernement de l'Alberta doit faire des provisions pour des écoles francophones minoritaires et, en 1987, la Cour d'appel de l'Alberta soutient ce jugement. Après cette perte, le gouvernement ajoute que les minorités ont droit aux écoles minoritaires si ce droit conforme à l'article 23 de la Charte.
Cet amendement est ambigu, manque de détails et ne donne pas les francophones minoritaires contrôle de leur éducation. La cause Marie tourne vers la Cour suprême et en 1990, elle confirme que le gouvernement provincial de l'Alberta n'a pas fourni des mesures pour assurer la mise en place des écoles francophones minoritaires sous le contrôle des francophones. Donc, le gouvernement doit enraciner des lois pour donner ce droit aux francophones. Le gouvernement de l'Alberta oppose cette décision, mais est forcé de faire des changements lorsqu'il apprend que la Charte dépasse leur pouvoir provincial et que les droits des minorités ne sont pas négociables. En 1993, l'amendement à l'ordonnance donne le droit de créer des conseils scolaires minoritaires et leur donne le même pouvoir des conseils scolaires anglophones. Avec ce nouveau pouvoir, l'éducation en français s'est épanouie. Aujourd'hui, il y a 4 conseils scolaires francophones, 42 écoles francophones aussi. Il y a aussi de plus de 200 écoles qui offrent des programmes d'immersion française et un grand nombre d'écoles anglophones qui offrent des cours de français, comme FSL, French Second Language. Cependant, l'enseignement en français n'est pas sans problème. La demande pour une éducation en français grandit chaque année, mais il y a un manque d'enseignants qualifiés pour pouvoir les postes d'enseignement. Comparé aux écoles anglophones, plusieurs écoles francophones ou d'immersion n'ont pas les mêmes moyens financiers et il manque de ressources pour offrir les mêmes options. De plus, si nous sortons de ce cas pour examiner l'éducation postsecondaire, nous savons qu'il y a un manque de financement, de ressources et de l'intérêt du gouvernement provincial pour les études postsecondaires en français. Ceci surtout rattache au problème de la pénurie d'enseignants. Il est difficile d'embaucher des enseignants de langue française si les étudiants postsecondaires ont de la misère à poursuivre leurs études en français ou que cette piste est trop difficile ou semble comme une bataille. Ça prend beaucoup de force pour continuer en français au secondaire et postsecondaire en Alberta. L'éducation en français en Alberta a certainement vu plusieurs réussites, mais il y a encore beaucoup à voir pour assurer que les élèves francophones ou francophiles peuvent avoir la même qualité d'éducation en français qu'en anglais et que cette éducation peut continuer après la 12e année sans devoir déménager ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Rebecca. Tu as soulevé des points très intéressants sur lesquels je suis certaine qu'on va revenir. Maintenant, je demanderai à Maître Mark Power de nous dire aussi sa perspective, puisqu'il était aux premières loges de cette cause. Bonjour. Merci de l'invitation. Et puis, je me permets de dire à quel point j'ai hâte de vous revoir en personne. La pandémie, j'en ai jusque-là, puis j'ai bien hâte à une bonne fête avec les Franco-Albertains chez vous. Le dossier de la Colombie-Britannique. D'abord, c'est le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. C'est la Fédération des parents francophones. C'est toute une série de parents qui disent « assez, c'est assez ». Qu'est-ce qui se passait? En 2010, ça faisait déjà une dizaine d'années que les francophones là-bas cognaient, quêtaient, suppliaient le gouvernement provincial pour régler des problèmes. Quelle sorte de problèmes? Dans plusieurs communautés, il n'y avait juste pas d'école. Dans d'autres communautés, l'école des Franco, c'était dans une école des Anglos. Certaines des écoles étaient carrément beaucoup trop petites. Les temps de transport étaient beaucoup trop loin. Puis dans certains cas, les écoles étaient tellement mauvaises que les Franco gagnaient des prix. Dans une communauté, sur le palmarès des écoles qui vont tuer le plus grand nombre d'enfants au prochain grand tremblement de terre, ce qui est vraiment une considération principale sur la côte ouest, les Franco, s'ils n'avaient pas la médaille d'or, ils en gagnaient une médaille. Okay? Face à ça, et face à un travail d'arrache-pied de documenter ces problèmes-là, de dénoncer ces problèmes-là, le système provincial ne bougeait pas. Et bon, tous les excuses, là, ouais, mais c'est parce que j'ai besoin de couper mes cheveux, ouais, mais c'est parce que les Anglos ont aussi des problèmes, ouais, mais on a des hôpitaux à rénover. Les problèmes francophones, sauf erreur, n'étaient pas réglés malgré des démarches vraiment herculiennes politiques, administratives. Donc, c'est vraiment à contre-cœur que la francophonie se dit, écoutez, là, on a un choix, soit on accepte notre sort, soit on recourt aux tribunaux. C'est la seule alternative à notre disposition. 10 ans plus tard, bien, victoire retentissante. En cours de route, jugement en Cour suprême du Canada spécifique à une école par rapport à l'équivalence généralement. En cours de route, imaginez-vous, le gouvernement de la Colombie-Britannique remettait en doute la capacité du conseil scolaire de revendiquer la mise en œuvre de l'article 23. Même le gouvernement de la Colombie-Britannique renonçait ou remettait en doute la capacité d'une fédération des parents de demander à un juge d'intervenir. La Cour d'appel a dû confirmer ce qu'on sait tous, évidemment, et bien sûr qu'un conseil scolaire existe pour
mettre en œuvre l'article 23, entre autres. La victoire, au final, est retentissante. Et le plus beau legs que l'Alberta français a fait au reste du Canada français en matière d'éducation en langue française, c'est bien sûr l'arrêt MAC de 90. Donc, cette idée-là qu'on ait un droit de gérer, de contrôler notre éducation, c'est grâce à vous. C'est largement grâce à vous en 1990. Mais à quoi bon gérer et contrôler les écoles qui ne sont pas équivalentes? À quoi bon un droit de gestion et de contrôle si on n'a pas d'argent pour gérer et contrôler convenablement? Et donc, vu sous cet angle, le jugement de l'été dernier, c'est la Colombie-Britannique qui a pris votre cadeau, franco-albertain, puis qui a couru avec le ballon beaucoup plus loin que quiconque aurait pu imaginer. C'est le plus gros jugement en matière de droit à l'instruction en français de l'histoire de l'article 23 et c'est très possiblement le plus gros jugement de l'histoire du Canada français, hors Québec bien sûr, par rapport au statut et à l'avenir du français. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Un droit à l'équivalence qui est compréhensible. Plus besoin d'avoir un doctorat en droit pour comprendre comment ça fonctionne l'équivalence. D'abord, est-ce qu'on a droit à des immeubles homogènes, c'est-à-dire non partagés? Ben, est-ce que les Anglos, eux, ont des petites écoles non partagées? Oui, ben alors on a droit à la même chose. Ensuite, on a droit à quoi? C'est quoi exactement là, comme l'équivalence? Bien, on regarde là, les écoles que les parents doivent ou vont considérer comme alternatives à l'école de langue française. Surtout les écoles d'immersion, mais les autres écoles anglophones. Est-ce qu'elles sont plus belles? Est-ce qu'elles ont X nombre de laboratoires de sciences ou gymnases ou je ne sais pas trop quoi? Bien, les comparateurs locaux et les écoles qui font vraiment concurrence à nos écoles de langue française sont celles qu'on doit comparer. Ensuite, ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a beaucoup de priorités, un gouvernement doit gouverner, il faut qu'on fasse des choix. La Cour suprême du Canada a dit non, arrêtez, find the cash, trouvez l'argent, arrêtez. Vous êtes capable de gérer des hôpitaux et de retaper les autoroutes pour se rendre à Whistler, bien, vous êtes aussi capable de trouver une façon de faire cela tout en mettant en œuvre l'article 23. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait quand les fonctionnaires provinciaux nous niaisent? Qu'est-ce qu'on fait quand on nous dit « Oui, ça s'en vient, puis ça s'en vient pas ». Cour suprême du Canada accepte cette idée qu'on peut condamner au dommage-intérêt, c'est-à-dire qu'on peut quantifier, qu'on peut mettre un signe de dollar sur le préjudice que ça nous cause quand on nous promet quelque chose et qu'on ne livre pas la marchandise à la fonction publique provinciale ou territoriale. C'est vraiment un tremblement de terre en éducation en langue française. Ça va changer le visage de la Colombie-Britannique francophone. Est-ce que ça s'applique à l'Alberta? Est-ce que c'est pertinent pour l'Alberta? Absolument. Absolument. 4 marques. D'abord, j'y vais vite, Audrey, là, t'inquiète. D'abord, le gouvernement de l'Alberta s'est pointé en Cour suprême du Canada, essentiellement pour dire « Don't do it, c'est trop compliqué, ça va coûter trop cher ». La Cour suprême du Canada a écouté, il a rejeté carrément tous les arguments présentés par le procureur général de l'Alberta. Okay? Est-ce que ça s'applique chez vous? Oui. Est-ce que votre gouvernement provincial a eu une chance d'éviter les conséquences? Oui. Est-ce qu'ils ont perdu? Oui. Ensuite, il faut qu'on fasse nos devoirs. L'une des conséquences du jugement, c'est qu'il nous appartient désormais, comme francophones, comme acadiens, d'identifier nos besoins, de documenter nos besoins, de communiquer nos besoins. On a beaucoup plus sur nos épaules qu'on n'a jamais eu. C'est la conséquence, ou c'est une conséquence pratique de la gestion et du contrôle. Désormais, sauf erreur, si et quand les choses vont mal, au final, c'est peut-être de notre faute. Troisièmement, le recensement, là, c'est tellement important pour 2 raisons. D'abord, la Cour suprême du Canada dit qu'on n'a plus besoin de souffrir avant d'avoir droit à nos écoles. On n'a plus besoin d'aller trouver des irréductibles gaulois qui sont prêts à subir un préjudice pour leurs enfants, puis de les placer dans un immeuble scolaire qui est la merde, puis d'attendre, puis d'espérer qu'un jour, ils auraient une école équivalente. Plus nécessaire. On peut désormais gérer, planifier, basé sur la demande probable, une fois qu'on aura eu une école équivalente. Ce que ça veut dire, on n'a pas besoin de 30 élèves, 45 élèves, 10 élèves, immédiatement là, en salle de classe, pour revendiquer et obtenir une école équivalente, quand le potentiel
démontre qu'on en a assez pour notre propre école non partagée. La conséquence vraiment, vraiment, vraiment pratique de ça, si on était en personne là, à Edmonton ou à Calgary, ça serait tellement plus efficace. Mais qui a rempli le recensement? Okay? Qui ne l'a pas fait? Vous autres, là, si vous n'avez pas rempli le recensement, malgré les rappels de Statistique Canada, malgré les courriels de Statistique Canada, arrêtez de m'écouter. Allez remplir le recensement. C'est la chose, le rapport qualité-prix, là, c'est la chose la plus efficace qui va rapporter le plus d'argent à la francophonie albertaine et qui va maximiser de loin les chances que vos enfants ou que vos petits-enfants puissent, eux, transmettre la langue et la culture aux prochaines générations. Et enfin, un petit cadeau de la Cour suprême du Canada qui est pertinent à l'Alberta. La Cour suprême du Canada dit, puis des fois, là, on est juste chanceux, une école dont les enseignants ne sont pas adéquatement formés ne peut offrir une éducation équivalente. Voilà. Ça, là, qu'est-ce que ça veut dire en bon français, là, en vrai? Ça veut dire ça prend des enseignants, des enseignantes, ça prend des orthophonistes, ça prend des administrateurs excellents formés en français. Ça donne une chance à la démarche de la CFA visant à sauver carrément le campus Saint-Jean, mais ça rend cette démarche-là, à mon sens, une démarche véritablement provinciale, peut-être même nationale. L'article 23 a des conséquences sur le postsecondaire. Nos gouvernements provinciaux doivent agir en conséquence. Et enfin, si je me permets 30 secondes, quand on est francophone, là, surtout hors Québec, il faut toujours guetter. Il faut toujours guetter, il faut toujours être aux aguets. Quelle est la prochaine chose à suivre? Bien, lundi. Lundi, à Ottawa, le gouvernement du Canada déposera son nouveau projet de loi pour une nouvelle loi sur les langues officielles. Les clauses linguistiques, le PLOE, là, les fameux argents fédéraux pour l'éducation en langue française, ce fameux matching, là, les contributions complémentaires. Est-ce que la FCFA va tirer son épingle du jeu? Est-ce que la nouvelle loi va régler les problèmes de PLOE, va régler les problèmes de matching, va régler les problèmes de clauses linguistiques? Ça, c'est absolument à suivre et, si nécessaire, à dénoncer. Bon, je mettais... voilà. Merci beaucoup. Wow, il y avait tellement d'informations pertinentes là-dedans. Je pense que Marc t'a passé au moins 3/4 des questions que j'avais préparées. on va terminer les présentations avec Rémi Légère qui a une perspective justement sur cet aspect politique de la chose. Donc Rémi, comment vois-tu ça, ce jugement et ses conséquences politiques? Bonjour Audrey, bonjour à tous et à toutes. Je vais d'abord vous dire que ce n'est pas la première fois que j'ai le malheur de passer sur un panel tout de suite après le très charismatique et dynamique Mark Power. Et disons juste que j'ai besoin d'un nouvel agent pour négocier mes conditions de travail. C'est jamais la tâche facile de passer tout de suite après Marc. Plus sérieux, je remercie la CFA de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de revenir en Alberta, même virtuellement. On m'a donné un petit 5 minutes pour analyser une cause ce matin qui a duré 10 ans et dont la mise en œuvre de la décision va prendre au moins 10 ans, probablement beaucoup plus. Donc, je vais m'en tenir ce matin à 2 remarques principales. Premièrement, je veux faire le point sur un débat qui nous anime dans les milieux francophones depuis au moins les années 90. Une partie de ce débat-là se déroule dans le milieu universitaire, mais le débat se pointe régulièrement le nez dans les milieux communautaires et dans les médias aussi. C'est le débat qui oppose le politique au juridique. Pour faire avancer leurs intérêts et leurs droits, est-ce que les francophones devraient faire du démarchage politique, faire du lobbying? Bref, est-ce que les francophones devraient jouer le jeu politique? Ou est-ce que les francophones devraient plutôt se présenter devant les tribunaux et demander aux juges de faire une interprétation la plus libérale et généreuse de leurs droits qui sont consentis par la Charte canadienne et d'autres législations canadiennes? Le point que je veux faire ce matin, c'est que ce débat est un faux débat. Et la cause de l'éducation francophone en Colombie-Britannique en est, je pense, la énième preuve. C'est un faux débat parce qu'il faut de toute évidence faire les deux. Si les francophones de la Colombie-Britannique ont intenté une poursuite en 2010, c'est parce que la voie politique était bloquée.
C'est bien beau de vouloir jouer le jeu politique, de prioriser le politique au-dessus du juridique, mais quand les canaux politiques sont littéralement fermés, quand les fonctionnaires et les élus refusent de nous entendre, refusent de s'asseoir avec nous pour discuter, il faut changer son fusil d'épaule. Il faut, en d'autres mots, se présenter devant les tribunaux. Et d'ailleurs, la voie juridique ne peut jamais se défaire complètement de la voie politique. C'est-à-dire que même si on opte pour la voie juridique, il faut ultimement revenir à la voie politique. En Colombie-Britannique, la victoire devant la Cour suprême en juin 2020 a exigé un retour vers le politique pour discuter avec la province de la mise en œuvre de la décision. Ça coûte de l'argent, construire des nouvelles écoles qui sont confirmées par la Cour suprême, et débloquer cet argent exige un travail politique. Et vu que les canaux politiques étaient encore bloqués, et ce, malgré le jugement rendu par la Cour suprême, les francophones de la Colombie-Britannique sont retournés devant les tribunaux en décembre 2020. Deuxième point que je veux faire ce matin, je veux brièvement aborder la question de la gestion scolaire. C'est une histoire que vous connaissez, Rebecca en a fait allusion. La gestion scolaire est garantie par le jugement Mahé en 1990 et a depuis été bonifiée dans différents jugements de la Cour suprême, y compris le récent jugement de la Cour suprême dans le Conseil scolaire francophone. Le point que je veux faire ici est que je pense que nous n'avons pas suffisamment porté attention aux paramètres, aux détails de la gestion scolaire. Les provinces ont finalement accepté de créer des conseils scolaires francophones dans les années 90, dans l'Ouest, un peu plus tôt dans l'Est du pays. Et nous avons célébré, avec raison, ça faisait des années, ça faisait même presque, on pourrait même dire une centaine d'années que les francophones luttaient pour leurs écoles, pour gérer leurs écoles. Et donc, quand les provinces ont finalement accordé des conseils scolaires, on a célébré, avec raison. Mais que disent ces lois scolaires sur la gestion scolaire? Quel pouvoir détiennent véritablement les conseillers scolaires? Est-ce que les conseils scolaires gèrent véritablement l'éducation en français dans leurs provinces respectives? Pour rappel, la Cour suprême, dans la décision Mahé, définissait ce qu'on pourrait décrire comme l'étendue de la gestion scolaire. Et ici, je cite la Cour suprême lorsqu'elle dit « Les représentants de la minorité linguistique devraient avoir le pouvoir exclusif de prendre des décisions concernant l'instruction dans sa langue et les établissements où elle est dispensée, notamment A, les dépenses de fonds prévues pour cette instruction, B, la nomination et la direction des personnes chargées de l'administration de cette instruction, C, l'établissement de programmes scolaires, D, le recrutement et l'affectation du personnel, et E, la conclusion d'accords pour l'enseignement et les services dispensés aux élèves de la minorité linguistique. » Fin de la citation. Est-ce que la prochaine lutte dans le milieu de l'éducation, c'est la lutte pour la soi-dite pleine gestion scolaire? J'avoue que c'est une lutte beaucoup moins, disons, sexy que celle d'un conseil scolaire ou celle d'une école dans sa communauté. C'est pas facile de mobiliser les gens dans la rue pour demander la pleine gestion scolaire. C'est des paramètres ce sont des trucs administratifs, des questions administratives. Ça ne mobilise pas nécessairement les troupes, mais je pense que c'est une lutte nécessaire si les francophones souhaitent véritablement contrôler l'éducation française en Colombie-Britannique, en Alberta et ailleurs au pays. Et là-dessus, je vous remercie de votre attention et au plaisir de discuter ensemble. Merci beaucoup, Rémi. Donc là, en ce moment, je vais ouvrir pour des questions. Je vais vous poser pendant une dizaine de minutes, puis on va prendre le reste de l'heure, donc une quinzaine de minutes pour les questions du public. Donc, commencez à y penser et notez-les, levez votre main virtuellement. Je vais rebondir sur un point que tu as fait, Rémi, sur le fait que les parents et les conseils scolaires francophones de la Colombie-Britannique sont retournés devant la Cour en décembre dernier, donc 6 mois à peine après leur victoire, pour obtenir une injonction et forcer le gouvernement de la Colombie-Britannique à donc appliquer ce jugement, à dépenser de l'argent, à construire des écoles. Donc, est-ce que le problème ne reste pas entier en un sens où il faut encore forcer la main des gouvernements provinciaux pour délier les cordons de la bourse?
Je t'envoie la question, mais j'aimerais que tout le monde rebondisse là, sur celle que je pose. Ben, on a l'avocat du conseil scolaire et de la Fédération des parents avec nous ce matin, donc sûrement il peut peut-être nous partager des secrets des dieux sur pourquoi on est retourné devant les tribunaux. Mais l'essentiel que je comprends, c'est, en tout cas le point que moi je voulais faire, c'est que on doit constamment à la fois défendre nos droits linguistiques devant les tribunaux et jouer le jeu politique. S'il y a une province où on n'a pas besoin de faire ce point-là, je pense que c'est en Alberta. Je pense que la CFA fait un travail remarquable à cet effet, joue à la fois le jeu politique et sait aussi que quand c'est bloqué sur le plan politique, il faut aller devant les tribunaux. Mais pour ça qu'il en est de la Colombie-Britannique, si j'ai bien compris, en gros, on a remporté une victoire retentissante devant la Cour suprême du Canada et on est retourné devant la province pour dire on a remporté une décision, vous lui devez, je pense que c'est presque un peu plus d'une quinzaine d'écoles, et on refusait de mettre en œuvre cette décision. Les canaux politiques étaient encore bloqués et donc, du coup, on a dû retourner malheureusement devant les tribunaux. Mais l'idée, c'est faux de dire on met une croix sur le juridique, on ne fait pas le juridique, on insiste seulement sur le politique. Je pense qu'il faut être prêt à faire un peu des deux. Ça fait partie de notre stratégie globale en milieu francophone. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Rémi vient de dire à la toute fin, c'est-à-dire qu'il faut faire les deux. Il faut qu'on travaille ensemble, c'est évident. Par contre, 2 ou 3 corrections carrément sur le plan des faits. Il y a beaucoup de choses qui bougent en Colombie-Britannique. Si vous allez voir sur le site web du conseil scolaire dans les communiqués de presse, sinon, si vous vous adressez là, aux élus du conseil ou à son directeur général, il y a beaucoup de transactions, il y a beaucoup de mouvements, il n'y a aucun doute. Là où il y a même du mouvement à Vancouver. Là où il n'y a pas de mouvement en ce moment, c'est dans un secteur très spécifique de Vancouver, pour des gens comme Rémi qui connaissent la ville. Je parle de l'ouest de Granville. Et là-bas, c'est vraiment le seul secteur où ça ne bouge pas du tout. Pourquoi? Parce que le Vancouver Board of Education joue à Monopoly, a acheté toutes les maisons sur le tableau et ne partage pas. Et le conseil scolaire francophone demande à la Cour de briser le monopole sur les sites propres à l'éducation détenus par les anglophones. C'est une démarche qui vise carrément un enjeu très spécifique. Écoutez, lors d'une réunion publique du conseil scolaire anglophone de Vancouver, les élus anglo ont dit « Les Franco, là, shove it. Ça, c'est votre problème. » Tout ça, c'est enregistré. Et malgré des efforts quand même très majeur de recourir aux politiques, comme Rémi le soulignait, ça a malheureusement bloqué le conseil scolaire, encore une fois, de façon... c'est absolument pas son premier choix. Cherche à briser ce monopole-là pour une école particulière. Par contre, les enjeux sont quand même assez majeurs. Parce que si le monopole est brisé dans un secteur particulier pour le Vancouver Board of Education, alors ça voudrait dire, ça devrait vouloir dire que les autres conseils scolaires anglophones ailleurs en province ne pourront pas carrément refuser de vendre ou refuser de transférer les immeubles excédentaires, nonobstant le prix. Heureusement, chez vous en Alberta, le cadre juridique est très différent. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est très différent? Oui. Voilà. Je soulignerai aussi que des fois, la relation là, entre le politique et le juridique est telle que des fois, même la menace du recours juridique aide. Donc, en Colombie-Britannique, une fois, entre le moment du dépôt de la poursuite en 2010 et 2 ou 3 ans plus tard, le Conseil avait déjà 2 écoles, dont une flambant neuve, qui est déjà trop pleine. Ensuite, bon, je me tais. Rebecca, as-tu quelque chose à ajouter sur ce plan? Bien, je dirais d'un point de vue historique, on voit toujours que, surtout en Alberta, j'espère, comme j'ai montré, que c'est toujours le devoir des communautés minoritaires comme les francophones de monter des pressions, de monter des luttes et de poursuivre le gouvernement en cours pour avoir des droits. Puis ensuite, encore une fois, même s'il y a un jugement, on doit continuer après que le jugement est donné, parce que dans le cas que j'ai donné avec la charte, il y a l'article 23,
le gouvernement a dit, oh ben non, on ne veut pas donner les droits aux francophones. Alors, il y avait la cause Mahe. Ensuite, ils ont allé au cours. Le cours a dit, oui, vous avez droit là. Le gouvernement de l'Alberta a dit, OK, on va faire un appel. Ils ont perdu l'appel, puis ensuite, ils ont dit, OK, avec notre amendement, on va utiliser un langage qui est vraiment difficile et ambigu pour dire, si vous avez droit à cause de la charte, vous avez droit à des écoles. Et c'est tout. Alors, on n'ajoute pas de détails. Ensuite, c'était le devoir de notre communauté de poursuivre encore à la Cour suprême pour monter plus de pression, pour monter un plus grand lutte, pour dire, OK, mais on a le droit et ça doit être mis en vigueur. Comment est-ce qu'on va le faire? On doit forcer le gouvernement de le faire. Même si la Cour suprême a dit oui, vous avez droit à ça, et puis le gouvernement doit avoir des lois en place. Le gouvernement de l'Alberta a dit oh non, on n'a pas ça, mais c'était seulement à cause du fait que la charte est plus grande que le pouvoir provincial qu'ils ont finalement dit OK, on doit faire quelque chose. Mais ce n'est pas donné, ce n'est pas à cause du fait qu'il y avait du respect des minorités, c'était quelque chose qui était toujours forcé. Et à toutes les étapes, c'était forcé. Alors, dans un sens, les francophones ne peuvent pas lâcher. C'est toujours une lutte. Alors, même si on reçoit quelque chose, on doit assurer que cette chose est mise en place. Puis ensuite, on doit faire une lutte pour quelque chose d'autre et quelque chose d'autre et quelque chose d'autre. Et ça continue comme ça toujours. Je vais vous poser une question qui, je pense, va prendre le temps avant qu'on passe aux questions du public. Mais Marc, tu as dit que maintenant, c'était vraiment la responsabilité des communautés francophones de faire les devoirs, de comptabiliser, de s'assurer qu'on tient là, vraiment les notes sur ce qu'il faut faire pour notre communauté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment est-ce qu'on fait ça? À quoi est-ce qu'on doit porter attention? Sauf erreur, les nouveaux conseils en Alberta font cela. Ils sont en train vraiment de mettre en œuvre le jugement sur le plan de la planification long terme. 3 choses. D'abord, on pense à long terme. On n'est plus à la recherche d'un endroit où placer des roulottes dans l'espoir que dans 2 générations, on ait une école. On demande du long terme tout de suite, basé sur le long terme, pas basé sur les 10 irréductibles gaulois qui sont peut-être prêts à inscrire leurs enfants tout de suite, et comme Kobo, là, comme Cobaye en tout cas, comme Bokilissa, voilà, dans une école non équivalente. Ensuite, il faut penser à tout le parcours scolaire des enfants. Donc, demander une école maternelle à la 6e année où les nombres justifient cette école, c'est sans demander le volet secondaire. C'est comme con. Pourquoi nos enfants francophones vont juste arrêter à l'école 6e année? Ils vont comme juste, on accepte qu'ils vont nécessairement passer à l'immersion en anglais pour la 7e année? Mais non. Donc, ce qui était rationnel jusqu'à l'été dernier, on va aller chercher ce qu'on peut, puis le reste plus tard, n'est plus rationnel juridiquement et j'irais même jusqu'à dire politiquement maintenant. Dans la mesure où on construit une école élémentaire sans le secondaire, il faudrait au moins que le site soit assez gros pour accommoder l'aile secondaire. Il faudrait que le gymnase soit construit de telle sorte à accepter une aile. Et pourquoi est-ce qu'on accepterait moins que l'élémentaire et le secondaire, qui n'ont pas nécessairement besoin d'être sur le même site, bien sûr? Quand la Cour suprême du Canada nous dit, depuis l'été dernier, de façon super claire, qu'on a droit à tout ça. Ensuite, désormais, si on ne demande pas, je ne parle pas d'aller en cours, je ne parle pas de l'aspect juridique, mais les élus des conseils scolaires, leurs cadres qui font un travail herculien chez vous en Alberta, doivent documenter, sont en train de documenter. Et ce que j'essayais de souligner, Audrey, c'était que c'est devenu une responsabilité plutôt qu'un choix. Et ça, à la longue, ça devrait mener à des réorganisations administratives ou internes, ou souligner l'utilité politique de se présenter, par exemple, à des élections pour le poste de conseiller scolaire. Rémi et Rebecca? Je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter sur ce point. Marc l'a dit. On a un bon plan d'action. Parfait. Bien, je vais garder le 15 minutes qui nous reste alors pour prendre des questions du public. Ouais, il y a déjà 2 personnes qui ont envoyé des questions dans le chat du groupe, mais je vous demanderai de lever votre main virtuellement. Ouais. Vous pouvez trouver cette option dans l'option « Réaction » au bas de l'écran.
je vais commencer avec la première question posée par Denis Perrault qui dit et demande « L'Alberta est à l'avant-plan d'un nouveau chantier de revendication, le programme d'études. Le curriculum est proposé par le gouvernement de l'Alberta actuellement, qui est proposé en ce moment par le gouvernement de l'Alberta est une insulte aux Albertains et Albertaines et davantage une insulte aux francophones ici. Après le jugement de la Colombie-Britannique et l'ensemble de la jurisprudence, quelle autonomie avons-nous sur le plan du curriculum? Est-ce que c'est une lutte à mener ou un droit acquis à affirmer? » Je me propose de commencer pour dire d'abord que je suis spectaculairement d'accord avec ce que Rémi expliquait plus tôt. L'écart entre ce qu'on a gagné dans les années 90 et ce qu'on retrouve dans les lois sur l'éducation, sauf erreur, est très grand, est criant, est évident. Et donc, la réponse juridique très précise à la question, Audrey, sans du tout parler au nom de la CSFA ou de ses membres ou de la CFA, mais en mon nom personnel. Mais sur le plan juridique, il y a évidemment un problème. Évidemment que les francophones ont le droit juridique de contrôler le curriculum, plus qu'ils n'en ont jamais contrôlé depuis 90, sur la seule base du jugement même. Mais pour terminer ici, je veux juste souligner que le dossier à suivre, à mon sens, c'est en Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, si vous faites une recherche rapide sur Google, vous allez trouver certains articles qui parlent d'une réécriture de la loi sur l'éducation en Nouvelle-Écosse. Et là-bas, si on s'en fie à ce qui est public, on dirait que là-bas, il y a des Acadiens qui tentent de régler le problème identifié par eux et d'arrimer la loi avec ce à quoi on a droit. Est-ce qu'ils vont réussir? Mais je tenais à le porter à votre attention. Rebecca et Rémi, voulez-vous ajouter autre chose sur cette question à propos du programme scolaire de l'Alberta? D'accord. On a une autre question de Yvan Beaubien. Je tiens à dire aux gens, si vous avez des questions, levez votre main virtuellement. En ce moment, je n'en vois aucune. Donc, je ne sais pas si c'est parce que je ne les vois pas ou si c'est parce que personne n'a posé de questions de cette manière encore. Mais Yvan Beaubien demande, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique devrait-il aller en cours sous l'article 24 de la Charte? Je ne sais pas si c'est le bon chiffre qu'on a mentionné, pour demander un dédommagement au Vancouver Public School Board en démontrant leur tactique clairement anti-charte. Est-ce possible? Peut-être une question pour Marc. À mon sens, l'important dans la vie, c'est pas nécessairement de se venger, mais de régler les problèmes. Il y a tellement de problèmes à régler en Colombie-Britannique en ce moment que l'accent du Conseil scolaire, avec raison, à mon sens, c'est de régler le concret et c'est le but de cette action anti-monopolaire, si je peux la présenter ici, laquelle action est minuscule en durée, en ampleur, comparée au dernier dossier. Mais bon, Yvan, je ne veux pas que tu penses que je t'évite là. Est-ce qu'il est possible un jour de prétendre qu'on a droit à un dédommagement quelconque en raison d'un comportement fautif ou mal intentionné des gouvernements? Est-ce que c'est la chose à faire en ce moment? Peut-être. Ça doit venir de vous. Je ne le sais pas. Une question qui pourrait peut-être intéresser Rémi et Rebecca. Victor Moquet, j'espère que je le prononce correctement, demande « Peut-on craindre une menace de suppression des conseils scolaires élus en Alberta? » Conseil scolaire francophone, je comprends. Y a-t-il une menace que ces conseils scolaires francophones, les 4 de l'Alberta francophone, soient potentiellement supprimés? Je peux peut-être donner un début de réponse. À mon sens, en Alberta, non. Je pense que c'est confirmé par à la fois Maillet et des décisions du plus haut tribunal depuis. Là où il y a peut-être une question intéressante, et je m'avance sur un terrain juridique plutôt que politique, c'est dans le cas de Terre-Neuve et Labrador, où la province tout de suite envisage toutes sortes de coupures inspirées de l'austérité en raison de la situation financière difficile. Et l'une des propositions sur la table, c'est d'abolir les conseils scolaires, pas juste francophones, mais d'abolir les conseils scolaires à Terre-Neuve et Labrador.
Et là où il y a une question intéressante, c'est dans le jugement Maillet, la Cour, en fait, définit un spectre de la gestion scolaire et essentiellement dit si on atteint un certain nombre de francophones, on a droit à la gestion scolaire, mais si le nombre de francophones est moins élevé, on a peut-être droit à gérer nos écoles, mais au sein d'une entité de langue anglaise. Donc, il pourrait avoir des représentants de la francophonie au sein d'une entité administrative anglophone à Terre-Neuve-Labrador qui gère l'éducation en français à Terre-Neuve-Labrador. Et je ne suis pas sûr jusqu'à quel point la province veut défendre la province de Terre-Neuve-et-Labrador veut défendre cette possibilité-là. Mais il y a peut-être un genre de loophole, il y a peut-être une opportunité dans la décision Maillet pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador de faire un argument de ce genre pour dire on n'a pas besoin de financer un conseil complet, on a seulement besoin de financer certaines choses en raison du faible nombre de francophones dans cette province. Mais là, c'est plus juridique que politique. Oui, Marc? Si je peux me permettre d'ajouter, s'il y a des problèmes à Terre-Neuve et Labrador, il y a des problèmes au Nunavut, au territoire du Nord-Ouest, au Yukon. C'est vraiment un problème majeur que vous identifiez en matière de gestion scolaire. Il y a plusieurs réponses. Rémi en a identifié une. Une autre piste de réponse peut-être, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on doit envisager des économies d'échelle qui peuvent être faites en collaborant entre conseils scolaires. Dans l'affaire Maillet, le dernier pouvoir exclusif reconnu, c'est de conclure des ententes. C'est peut-être une piste de réflexion. Pendant que j'ai le micro, par contre, la question, si je l'ai bien comprise, était est-ce que juridiquement les conseils scolaires sont sur un terrain solide élu? Là? En Alberta, la réponse est oui. Aucun doute là-dessus, Et on risque un jour d'avoir cette consécration très formelle de la Cour suprême du Canada. Pourquoi? Bien, parce que M. Legault, à tort ou à raison, s'en prend aux anglophones chez lui, a tenté d'éliminer les commissions scolaires. Il y a un dossier qui est en délibéré. Et est-ce qu'on l'aura gagné au complet? Peut-être que non, mais à moitié, selon moi, oui. Et enfin, côté curriculum, j'y reviens, là, parce qu'encore, l'intervention de Rémi, je la trouve intéressante. Si les Anglo-Québécois là-bas viennent de gagner le droit de choisir qui embaucher dans leurs écoles anglophones, ça aussi, c'est un des pouvoirs reconnus par Maillet, un droit exclusif sur les ressources humaines. Bien, les anglophones là-bas ont dit, si j'ai un droit exclusif sur les ressources humaines, et si ma culture est différente, donc j'ai le droit d'embaucher des femmes et des hommes portant des signes religieux en salle de classe. On l'a gagné, ça, complètement, même pas proche. On verra en appel, bien sûr, tout peut être perdu en appel. Mais si les Anglos au Québec, en vertu de l'article 23, gagnent le droit de choisir qui embaucher en salle de classe, basé sur le fait qu'en 1990, la Cour suprême du Canada dans Maillet a dit qu'on avait le droit à ça, mais le curriculum, là, il faut viser haut. Les Franco-Albertains ont le droit de rédiger essentiellement tout le curriculum, tant que ça atteint les objectifs non linguistiques identifiés par le gouvernement. Il faut que les Franco-Albertains fassent des mathématiques, fassent de l'analyse au moins aussi bien que les Anglos. Le reste, c'est à nous de décider. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des personnes qui ont levé la main, donc je vous inviterai à enlever le mute de votre micro. La première personne qui a levé la main, c'est Marco Bergeron. Marco, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Oui, merci. Tantôt, M. Ahmed Powell, vous avez parlé de... c'est important pour le recensement, d'aller chercher le recensement et puis de remplir le recensement. Pour les grosses villes, ça va très bien. Mais je peux vous dire qu'en région, pour nous qui sommes minoritaires, 2 seulement francophones ayant droit est très important dans notre situation. Si on prend, il y a des villages juste de recensement 2016 à laquelle on dit qu'il n'y a aucun francophone dans tel et tel village. Puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 10 francophones dans ce village-là, mais que peut-être qu'ils ont déménagé en 2015, juste avant, puis qu'ils n'ont pas fait le recensement, ou etc. Ma question est, on sait qu'en tant que commission scolaire, nous avons la responsabilité de s'assurer que tous les enfants de notre entourage fréquentent une école. Peut-être pas la nôtre, mais fréquentent une école. Maintenant, à mon avis, le porte-à-porte serait peut-être la meilleure situation, ou la question que je vous pose, c'est quelle autre
technique ou quelle autre manœuvre pouvons-nous faire pour s'assurer du nombre d'ayants droit que nous avons dans nos régions éloignées aussi, autant qu'en urbain, mais surtout dans nos régions éloignées. Marco, avec tout le respect que je te dois, je rejette la prémisse de ta question. Le changement du recensement est tellement majeur que les techniques aplaventristes, les francophones et les Acadiens jusqu'à maintenant, pour essayer d'avoir une chance de démontrer que la demande est là, on peut enfin arrêter d'y recourir. À Pemberton, donc dans la vidéo qu'on a vue au début de cet entretien, l'école la plus laide là, dans la petite vidéo, c'est Pemberton. Pemberton, c'est un tout petit village idyllique sur la route le Sea to Sky au nord de Vancouver. Quand tu arrives là-bas, l'école francophone, c'est de la merde. C'est 2 portatifs dans un champ de boue. Il y en a 3 même. Okay? Il y a 50 élèves quand le dossier a commencé en Colombie-Britannique en 2010. Le recensement montrait qu'il y en avait 20. Puis là, le gouvernement de la Colombie-Britannique, avec raison, disait « Écoutez, là, arrêtez de rentrer des non-ayants droit. » Puis le Conseil scolaire francophone dit « Hey, on joue pas de jeu, là. Regardez, c'est legit. Ils sont tous des ayants droit. » Dans les plus petits centres, ceux que tu identifies, Marco, le recensement modifié va sauver des communautés, littéralement. Parce que plus la communauté est plus petite, plus les effets d'arrondissement de Statistique Canada nuisent, et donc plus il devient important de recenser tout le monde. C'est ce que tu as relevé, Marco, c'est la raison principale pour laquelle nous, collectivement, comme francophones, comme acadiens, avons réussi à convaincre le gouvernement du Canada de modifier le recensement. En tout cas. Je crois qu'on aurait le temps pour une dernière question. Je vois que Henri Lemire a levé sa main. Donc, je vous demanderai juste pour la personne qui pose la question et ceux qui répondent de garder ça court parce qu'on veut prendre une pause à 10 heures pour avoir assez de temps pour le deuxième panel par la suite. Henri, on vous écoute. Bonjour, Marc. Ma question, je reviens à la question du curriculum. Est-ce que tu te bases sur un jugement en particulier ou l'ensemble des victoires des dernières années pour essayer de démontrer que les francophones ont le droit à un curriculum, à notre propre curriculum? Tu te bases sur quoi exactement? Et 1990, Cour suprême du Canada, Arsenault Cameron, 2000, Cour suprême du Canada, le dossier du projet de loi 21 de plus tôt cette année au Québec. Ces 3 jugements-là, lus ensemble, mènent à la conclusion suivante, selon moi et d'autres. Les francophones et les Acadiens, on a le droit de générer notre propre curriculum. Le gouvernement a le droit d'identifier les objectifs à atteindre. Nous, on a le droit de développer un modèle qui permet d'atteindre ces objectifs. Et tant que nos diplômés les atteignent, ces objectifs, le gouvernement doit nous les savoir. C'est de l'autonomie. Bien, Vincent, je m'aventure chez Rémi, puis ça, je veux pas... on a l'expert en ligne avec nous, là. Mais c'est un droit à l'autonomie, selon moi, juridique, là, à l'égard du Québec. Merci. Rémi et Rebecca, voulez-vous ajouter sur ce sujet très, très enflammé en Alberta? Ben, juste pour dire, comme je le disais un peu plus tôt, c'est écrit noir sur blanc dans Maé. Hein. Maé va très loin dans la définition de la gestion scolaire, définit les 5 composantes de cette gestion scolaire et dit noir sur blanc que les conseils scolaires ont le pouvoir exclusif d'établir les programmes scolaires. Je ne suis pas juriste, mais je sais lire en français, puis il me semble que c'est assez clair qu'on a, qu'on a le droit d'établir nos programmes scolaires lorsqu'on le dit si clairement dans Maé. Oui, je dirais que j'ai la même compréhension. Je pense que cependant, c'est un problème du ministre de l'Éducation qui ne veut pas écouter, juste en général, des personnes, mais surtout les francophones et même les autochtones, d'avoir cet input du public, c'est comme c'est pas nécessaire d'après le gouvernement courant. Bon, bien, avant d'aller à la pause, je vois une question intéressante de Jeanne Lehmann qui demande, et je vais vous demander à chacun de dire un élément rapidement pour conclure ce panel. Que pouvons-nous faire pour éviter que les droits acquis soient constamment remis en cause au gré des gouvernements? Donc, un élément chacun rapidement, s'il vous plaît.
OK, je peux commencer. En fait, peut-être c'est un peu déprimant, mais je ne sais pas si c'est vraiment possible que nos droits sont, que le gouvernement arrête de penser que nos droits ne sont pas valides. Je pense que c'est plutôt le cas de parler avec nos amis et de parler avec nos communautés avec lesquelles nous sommes membres, non seulement francophones, mais anglophones, ce qu'on fait, et puis juste parler du fait que ce que la langue nous donne comme une éducation, mais aussi juste la langue en général et la culture. Je pense qu'il faut que nos organismes, y compris la CFA, la Fédération des conseils scolaires, entretiennent de très bonnes relations avec les fonctionnaires et les élus en poste pour sensibiliser ces gens-là. Et donc, du coup, si on a une bonne relation avec les fonctionnaires, même si le gouvernement change et même si le gouvernement, c'est un gouvernement Jason Kenney, on a des fonctionnaires qui sont de notre bord, connaissent nos enjeux et sont peut-être prêts à nous défendre dans des rencontres de haut niveau avec les élus politiques. Il faut faire les deux. Il faut faire du politique, il faut faire du juridique. Mais il faut aussi exercer les droits qu'on obtient. L'un des problèmes en ce moment, c'est facile à dire, je ne suis pas élu. C'est facile à dire, je ne suis pas cadre d'un conseil scolaire. Je ne suis pas dans la salle, sauf quand ça va vraiment mal, vis-à-vis les gouvernements. Mais le fait d'avoir gagné tellement en 1990 et d'avoir ensuite mis certains de ces gains-là au placard font qu'aujourd'hui, les gouvernements disent « Ouais, vous l'avez gagné, mais c'est comme, vous ne le voyez pas vraiment, n'est-ce pas? » Revendiquer l'exercice des droits acquis, c'est quasiment plus important, je pense, que d'essayer de gagner des nouveaux droits. Et autant que possible, exercer nos droits qui nous permettent d'opérer sans la majorité, qui nous donnent de l'autonomie. Ça, selon moi, c'est ce qui est le plus important pour notre prochaine génération. Si on fait ça, je pense que ma fille a une chance de transmettre sa langue et sa culture. Merci beaucoup à vous trois, c'était fascinant.